La Société historique d'Ottawa reconnaît qu'en partageant ces histoires de notre passé, nous sommes sur ce qui reste, la terre non cédée du peuple algonquin Anishinaabe. Bonjour, je suis Richard Anderson, je suis un historien local et je suis descendant de Philemon et Abigail Wright, qui sont mes quatrièmes arrière-grands-parents. En fait, étant descendant de Philemon Wright et Abigail, finalement, à cause de mon père, je suis devenu historien et j'ai commencé mes recherches quand mon père est décédé et c'est moi qui ai hérité en fait, le titre d'historien familial. Alors, j'ai commencé mes recherches, tout simplement, c'était pour amplifier l'histoire de la famille, pour la famille. J'ai écrit mon premier livre parce que mes enfants m'ont dit « Hey, papa, il faut absolument que tu t'enregistres tout ce que tu as découvert, parce que c'est quand même très important pour la famille, puis à un moment donné, on ne sait jamais, quand, mais il faudrait avoir un livre pour la famille. Alors, j'ai créé un livre, et puis tout d'un coup, il y avait plein de monde qui voulait avoir le livre. Alors, j'ai continué mes recherches et j'ai, en fait, publié le livre. Et depuis ce temps-là, j'ai continué mes recherches. Mes découvertes étaient à deux titres. Premièrement, c'était pour amplifier l'histoire, bien sûr, mais aussi pour corriger beaucoup de l'histoire qui a été, on pourrait dire, à un certain moment donné, par quelques-uns, a été mal connue, était peut-être un peu effacée aussi, parce qu'il y avait toujours certains sur le côté québécois qui voulaient effacer l'histoire de Philemon Wright. Mais tout ça pour dire que l'histoire de Philemon, à part du fait que c'est lui qui a découvert, en fait, c'est lui qui a fondé le premier établissement permanent dans la vallée de l'Outaouais. Alors, finalement, ce qui s'est produit, c'est que dans mes recherches, j'ai découvert beaucoup plus que ça. On savait bien que c'est lui qui a créé l'industrie du bois Écari dans la vallée de l'Outaouais. C'est lui qui l'a créé, en fait, avec le premier radeau de bois Écari, lancé d'ici à Québec en 1806. Mais une chose encore assez bien méconnue, c'est le fait que Philemon Wright et ses fils ont créé aussi l'industrie du ciment, l'industrie canadienne du ciment. Et puis ça, c'était en particulier pour le canal Rideau. Mais en fait, Philemon devait produire le ciment à partir de 1801, quand il a établi son village. Le village, en fait, c'était un point très important pour que le canal puisse avoir lieu, puisse être bâti, parce que Colonel By et ses Royal Engineers n'auront jamais pu créer un canal sans avoir un point d'approvisionnement. Puis le point d'approvisionnement, bien sûr, c'est le village de Wrightstown, le village que Philemon Wright avait fondé en 1801. Alors, tout ça pour dire que il y avait du ciment toujours dans Wrightstown, mais le moment que le canal et le pont Union, le premier pont chevauchant la rivière de l'Outaouais, en fait, il fallait avoir une industrie de ciment. Et c'était en 1828 que cette industrie a commencé vraiment à grands pas. Alors, tout ça pour dire que le village était absolument nécessaire. Et maintenant, j'aimerais vous présenter le vidéo de la marche à Wrightstown en 1830. Bonjour, bienvenue à ce promenade virtuelle à Wrightstown en 1830. Je suis Rick Anderson et je serai votre guide. Avant de commencer notre promenade dans le village depuis le pont Union,
Commençons par un survol virtuel du village. Nous commençons notre promenade sur le pont Union, achevé seulement 2 ans auparavant, en 1828. Ce pont, qui a été le premier à traverser la rivière des Outaouais, est nommé Union parce que peu de temps après, le Haut et le Bas-Canada sera réunis. Philemon Wright & Sons a joué un rôle majeur dans sa construction. En fait, cette arche de maçonnerie a été construite par Philemon Wright pour remplacer la première arche construite par Thomas Mackay qui s'est effondrée. Le pont était une première étape nécessaire à la construction du canal Rideau, car Wrightstown devait être le centre d'approvisionnement et la zone de rassemblement du Colonel By et de ses Royal Engineers. En 1830, le canal était à peine à mi-chemin de son achèvement. Plus de 20 ans auparavant, en 1806, Philemon Wright a construit et fait flotter le premier train de pain écarré sur la rivière des Outaouais jusqu'à Québec, ce qui a marqué le début de l'industrie du bois dans la vallée de l'Outaouais. Juste ici, à côté de la route menant au pont, on peut voir l'ingénieux travail de canal et d'excavation effectué par Philemon pour inonder un grand étang afin d'y entreposer les rondins qui seront amenés à sa scierie. Ce canal et cet étang ont créé une nouvelle île qui est devenue connue sous le nom de l'île Philemon. Philemon a également construit un barrage pour que cela se produise et il s'en vante à juste titre dans son rapport de 1824 à l'Assemblée du Bas-Canada. Le village a commencé par la construction de 3 maisons en rondins que nous verrons plus tard, d'une forge et de 3 moulins, une scierie, un moulin à grains et un moulin à chanvre. Bien que Philemon et sa famille aient d'abord vécu à la ferme Gatineau, près de l'étang Columbia, lui et sa femme Abigail avaient toujours prévu de déménager ici près de la chute, à ce qu'il a appelé la ferme Columbia Falls. Dépassé la maison et le magasin de Philemon se trouve l'imposant Hôtel Columbia. Encore une fois, je vais laisser Philemon le décrire avec ses propres mots. En 1820, j'ai construit une grande maison appelée l'Hôtel Columbia, de 12 mètres sur 25 mètres avec 4 cheminées et 18 foyers, haute de 3 étages sur la façade. C'est sur une grande échelle, avec 2 belles chambres voûtées et bien finies, peintes et clôturées en avant, avec des sièges et des arbres plantés pour l'hébergement des voyageurs publics. Il m'a coûté environ 2200 livres. John McTaggart a aussi écrit « Le canton de Hull est maintenant devenu une belle station à la mode. Un hôtel splendide a été construit. Les écuries sont bien garnies. Un bateau à vapeur a été mis en marche. Un mode-drapeau et une cloche ont été érigés, tandis qu'un arsenal était rempli de poudre à canon et un magasin richement garni de canons, de mousquets et d'épées. Mais ce n'était pas tout, ni la moitié de tout. On construisait des églises, des chapelles et des écoles, et on rencontrait fréquemment à Hull des prêtres, des chirurgiens, des maîtres d'école et des avocats. En premier, c'était Abigail qui s'est occupée du bien-être spirituel de la population du canton de Hull, en enseignant l'école biblique et en tenant des services dans sa propre maison. Mais en 1823, les habitants du canton décident de construire une véritable église sur un terrain donné par Philemon pour la cause. L'église Saint-James est achevée en 1 an. Dès le début, Philemon ne pouvait compter que sur lui-même pour s'approvisionner, car le village le plus proche était à 200 km. L'une des premières choses qu'il construit sur la ferme Columbia Falls
est un four à chaud afin d'avoir des quantités suffisantes de potasse pour les engrais, de mortier pour la construction, de savon et de lait chaud. En 1830, Philemon et les fils fournissaient la majeure partie du ciment pour le canal Rideau et 8 fours à chaud étaient en activité pour répondre à la demande. Les archives montrent que Philemon & Sons avait acquis une recette pour le ciment romain à cette époque. Et nous regardons donc au tout début de l'industrie du ciment au Canada. La famille Wright continuera à fabriquer ce qu'elle appelle le Hull Cement à côté de l'île Philemon pendant encore 70 ans. En aval de la rivière, là où se trouve aujourd'hui le Musée d'histoire canadienne, se trouvait le débarcadère des bateaux à vapeur. En 1819, Philemon Jr. s'est associé à Thomas Mears pour construire un bateau à vapeur qui servira à transporter les voyageurs et les marchandises de Grenville à Wrightstown et vice-versa. Le bateau à vapeur Union of the Grand or Ottawa est entré en service en 1823. Il mesurait 38 mètres de long, 7 mètres par le travers et devait avoir un fond plat et un faible tirant d'eau pour pouvoir naviguer sur la rivière des Outaouais, souvent peu profonde. Pour accueillir les voyageurs comme il se doit, les Wright ont construit le King's Hotel et le magasin ici au débarcadère. Le plus grand hôtel Columbia a été construit dans le village et l'hôtel Wright à 6 km et demi plus loin sur le chemin Britannia au débarcadère du lac Chaudière, ce qui est aujourd'hui Elmer. Nous voici de retour dans la commune du village, où nous observons la grande maison en pierre de Tiberius Wright, construite en 1819, et la maison en rondin construite pour les ouvriers de la ferme de Columbia Falls en 1813. Tiberius était le deuxième fils de Philemon et Abigail. Après la mort de son frère aîné, Philemon Jr., Tiberius est devenu le partenaire principal de son père dans l'entreprise familiale. La maison que nous voyons ici est celle de Thomas Brigham et d'Abigail Wright, la troisième fille de Philemon et Abigail. Thomas et Abigail se sont mariés en 1816. On peut donc supposer que la maison a été construite à cette époque. La clôture en pierre que vous voyez ici se dresse encore aujourd'hui en bordure du parc à l'angle de la rue Montcalm et du boulevard Taché. Nous allons traverser le ruisseau de la Brasserie et nous devons dire un mot au moins sur son nom. On l'appelle le ruisseau de la Brasserie parce que la brasserie et distillerie de Wright ont été construites juste en aval en 1813 à l'angle sud-est de la ferme Columbia. C'était l'une des premières distilleries de longue durée au Canada, après celle de John Molson à Montréal. Molson était un ami et un associé de Philemon. Nous voici au manoir de Philemon, que lui-même appelait, en plaisantant, la White House ou la Maison Blanche. Philemon a servi dans l'armée du général Washington et était un grand fan. Aussi, après que Washington ait terminé la construction de la Maison Blanche à Washington en 1800, je pense que Philemon a décidé que la sienne serait connue comme la Maison Blanche du Nord. La Maison Blanche de Philemon était vraiment la maison la plus importante du canton pendant des années. Et c'est là que lui et Abigail ont accueilli les gouverneurs et de nombreux hommes d'affaires importants qui allaient façonner le Canada dans les années à venir. La vue depuis son perron, surplombant le village et les chutes, devait être à couper le souffle. Nous allons y jeter un coup d'œil avant de poursuivre notre promenade. À cet endroit, sur le côté sud de la commune du village, se trouvent les 4 magasins qui servaient les habitants du village. Les 4 magasins, du plus proche au plus éloigné, étaient la chapellerie, le magasin de M. Anderson, la boulangerie et la tannerie, également connue sous le nom du magasin de harnais et de cordonnerie. Comme vous avez pu le constater au cours de notre promenade, il y a un bâtiment qui domine la commune du village, et c'est ce beau et grand bâtiment en pierre avec le clocher ou la coupole au sommet. Il était généralement appelé le nouveau magasin par les Wright, mais d'autres ont écrit qu'il était plus que cela.
Dans le célèbre tableau de Duvernay de 1823, il est appelé la Wright's Tavern. Philomen l'a également appelé Borough House dans son rapport. Josette Bouchette, arpenteur général du Bas-Canada, l'a appelé Meeting House et l'arpenteur Anthony Swalwell l'a appelé le Bureau. Par conséquent, nombreux sont ceux qui ont discuté de son utilité et malheureusement, les propres mots de Philomen dans son rapport ne nous éclairent guère. Je pense qu'étant donné sa taille et son emplacement important au centre de la commune, cela nous indique qu'il était tout ce que des autres ont dit qu'il était à différentes époques. Personnellement, j'ai pris l'habitude de l'appeler la taverne-magasin Wright. Voici la commune du village. Philomen a grandi dans le Massachusetts et toutes les villes qu'il connaissait avaient une commune sur laquelle on trouvait presque invariablement le Meeting House, ce que Philomen appelait le Borough House, une taverne et généralement l'église. Le village de Philomen a été conçu de la même façon. Nous sommes à l'arrière de la taverne-magasin Wright pour jeter un coup d'œil au Hull Slide, le glissoir à cage construit juste un an auparavant par Philomen Wright & Sons. Ruggles avait repris l'idée des canaux à rondins simples de Scandinavie et les avait considérablement élargis pour permettre à une cage de pin équarri entière de glisser et de contourner les chutes. Avant la construction du Hull Slide, les cages devaient souvent être démontées et envoyées dans le chenail à bois, pièce par pièce. Avant longtemps, 2 autres glissoirs plus sécuritaires ont été construits dans le secteur des chaudières et le Hull Slide est devenu moins occupé. On disait que 10 hommes par an se perdaient dans les descentes terrifiantes du Hull Slide. La scierie et la fonderie se trouvaient juste de l'autre côté du Hull Slide. Comme je l'ai dit plus tôt, les moulins à la forge ont été parmi les premières choses construites à Wrightstown parce qu'ils étaient absolument essentiels pour s'en sortir dans cette région sauvage. Mais en 1808, ils ont tous brûlé. Philomen a presque abandonné pour retourner au Massachusetts, et si ce n'était pas pour ses fils Philomen Jr. et Tiberius, il l'aurait probablement fait. Ils ont rassemblé certains des associés et les ont reconstruits, plus grands et meilleurs en moins de 6 mois. Celles que vous voyez ici ont été construites en 1808. La fonderie est un énorme bâtiment en pierre de 3 étages, équipé de soufflets à commande hydraulique pour les 4 fours et d'un marteau à bascule pour la fabrication du ciment. La fonderie abritait également un moulin à grains qui était encore utilisé dans les années 1870. En très peu de temps, le village avait besoin d'un autre moulin à grains, et voici le deuxième. Celui-ci était équipé de 4 meules qui fonctionnaient grâce à l'eau qui était canalisée ici par le barrage et le canal construit par Philomen. Plus tôt, nous avons entendu la description élogieuse que John McTaggart a faite de l'arsenal que l'on voit ici, et dans laquelle il dit qu'il était rempli de poudre d'épée, de mousquets et de canons. Dès le début, le canton de Hull avait une milice qui enrôlait tous les hommes adultes. Et qu'est-ce qu'une milice sans arsenal et sans armes? Beaucoup ont dit que Philomen n'avait jamais eu l'intention de construire un village ou une ville, qu'il était simplement intéressé par la création d'une communauté agricole. Et il y a une part de vérité là-dedans. Mais en 1830, Philomen avait créé un village prospère et bien approvisionné, et les 2 industries les plus importantes de l'ère industrielle du Canada, l'industrie du bois de la vallée de l'Outaouais et l'industrie du ciment. Une anecdote intéressante qui peut être ajoutée à cette histoire est que c'est justement en 1830 que le voyageur et historien Godfrey Ving a visité la vallée de l'Outaouais. Il rencontre Philomen Wright, a plusieurs conversations avec lui, trouve en lui un gentleman fascinant et écrit en 1830, 27 ans avant que le choix ne soit fait pour la capitale du Canada, que Philomen Wright prédit qu'un jour cette région sera la capitale du Canada.